Cette conférence est organisée par l'INALCO en partenariat avec la BULAC et elle s'inscrit dans un programme plus vaste de valorisation historique et patrimoniale de l'institution qui est mené en particulier donc, par nos deux institutions et à l'INALCO au sein d'une mission histoire créée cette année et bientôt d'un comité scientifique qui est en cours de constitution. La conférence d'aujourd'hui est le premier événement d'un cycle que nous avons nommé 1873, un tournant dans l'histoire des langues o, puisque cette année 2023 marque les 150 ans du décret qui attribue le site du 2 rue de Lille, donc qu'on appelle souvent l'hôtel de Bernage, à l'École nationale des langues orientales vivantes. Donc, c'est un cycle que nous avons organisé sur cette année. Donc, outre la tenue des Journées du patrimoine qui aura lieu le 16 septembre et qui est l'occasion pour tout un chacun de visiter le site de la rue de Lille, nous avons prévu plusieurs temps forts à l'automne autour de cet anniversaire, donc de l'année, exactement de la date du 9 septembre 1873, qui est la date de signature du décret. Donc, pour vous citer les temps forts, donc, nous aurons une seconde conférence qui aura lieu au site de la rue de Lille le 26 septembre prochain. Une exposition virtuelle qui sera également lancée à la rentrée de septembre. Et en novembre et décembre, une exposition physique, cette fois, au sein de ces murs à l'INALCO et à la BULAC, qui vous présentera un peu l'histoire et les évolutions architecturales, ainsi que les évolutions de la bibliothèque des langues o. D'autres projets sont encore en préfiguration, des événements probablement, d'autres événements, peut-être un ouvrage, nous vous en dirons évidemment plus le moment venu. Mais aujourd'hui, nous allons parler déménagement, ou plutôt installation et développement des langues o à la rue de Lille, en cette deuxième moitié du XIXe siècle, qui marque, sous l'administration de Charles Schaeffer, une transformation profonde de l'institution qu'on a appelée dans une grande enveloppe langues o, voilà, qui a eu plusieurs noms successifs. Pour cela, nous allons accueillir deux intervenants, donc Emmanuel Lauserand et Benjamin Guichard, que je vous présenterai plus en détail tout à l'heure, et juste un tout petit mot introductif sur le programme de la soirée. Donc, nous aurons ces deux interventions suivies d'un temps d'échange qui pourra ensuite se poursuivre autour d'un rafraîchissement à l'extérieur de l'auditorium. Donc, passons à notre premier intervenant. Donc, nous accueillons pour cette première intervention Emmanuel Lauserand, qui est professeur de langue et de littérature japonaise, ainsi qu'ancien élève de l'INALCO, la promotion de 1983. Il est également, depuis cette année, chargé de mission histoire auprès de la présidence de l'INALCO, ainsi que mémorialiste de la Fondation INALCO. Il nous présente aujourd'hui un exposé qui s'intitule « Charles Schaeffer et la refondation des langues orientales ». Et donc, cher Emmanuel, c'est à vous. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous d'être là et donc d'encourager nos premiers pas pour toutes ces manifestations que l'on prévoit dans les mois et les années à venir, nous l'espérons, autour de l'histoire de l'INALCO. Sans entrer trop dans le détail, j'en disais un mot à Francis Richard dans le couloir tout à l'heure. Je pense que le fait d'avoir déménagé il y a un peu plus de 10 ans maintenant, de s'installer ici, nous a quand même un peu stabilisé. Rue de Lille aussi, le destin de la rue de Lille a été plus fixé, c'est devenu notre maison de la recherche. Je pense qu'on, comme dit mon dernier fils, on se pose un peu. Et du coup, je pense qu'on a le temps de regarder un peu ce passé qu'on ne regardait pas trop depuis le moment du bicentenaire. Donc aux alentours de 1995, quand on était dans les affres des déménagements, les japonisants et les autres à Dauphine, on s'était servi de l'histoire à ce moment-là pour essayer de trouver des arguments pour trouver un nouveau local. Et puis après, bon, donc il y a eu le programme Grand Moulin qui s'est réalisé, mais on n'a vraiment pas trop pensé histoire depuis 1995, c'est-à-dire depuis bientôt 30 ans. Et il y a des espèces de cycles qui se font. Je crois qu'il y a un cycle histoire. Enfin, on va voir. En tout cas, c'est, je crois, intéressant de le lancer en ce moment. Donc, j'ai décidé de centrer mon exposé autour de Charles Schaeffer.
Comme vous le savez, l'histoire des grands hommes a été beaucoup critiquée, à juste titre, puisqu'en faisant l'éloge des grands hommes, on invisibilise beaucoup de personnes qui ne sont pas des grands hommes, et puis surtout, on fait parfois fi de tout un tas de dynamiques profondes beaucoup plus utiles. Il n'empêche que faire l'histoire des grands hommes a des avantages, au moins moi qui suis vraiment un enseignant, ça a des avantages pédagogiques. C'est des repères, on peut les identifier. Et puis, on peut aussi faire des choix. Comme vous le savez, à l'INALCO, on met beaucoup l'accent sur Sylvestre de Sacy. Je pense que les gens qui sont les moins au courant de l'histoire de l'INALCO, ils connaissent quand même vaguement Sylvestre de Sacy, qui est notre grand héros, hein, qui a la statue dans la cour de la rue de Lille. Et je n'ai rien contre Sylvestre de Sacy, que rassurez-vous, je ne vais pas demander qu'on détruise sa statue. Mais en revanche, je trouve qu'on ne met pas assez l'accent sur le rôle d'autres acteurs de cette histoire de l'INALCO, à commencer par des présidents. Un cas très intéressant est celui de Louis-Mathieu Langlès, qui est quand même celui qui a eu l'idée de notre école, celui qui a réussi à la faire fonder, celui qui en a été le premier président, il a été le premier professeur de persan, et c'est un mal-aimé. J'ai mis longtemps avant de comprendre pourquoi. Il y a des vraies raisons objectives. Je vous craque le secret tout de suite. C'est que les vrais orientalistes ont décidé qu'il était un mauvais orientaliste. Je crois que voilà, il n'avait pas ces galons d'orientaliste, et il y a eu une figure de l'érudit orientaliste, et Langlès ne rentrait pas dans les clous. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de mérite. Et donc vous voyez aussi, j'ai ce souci de mettre en valeur des qualités différentes. Il y a plusieurs types de personnes qui ont fait l'INALCO. Et donc une des personnes en dehors de Langlès sur lesquelles je vais mettre l'accent ce soir, c'est Charles Scheffer, un autre professeur de persan. Le persan est très important dans l'histoire de notre école. Alors Scheffer n'est pas inconnu, bien sûr, dans le livre du bicentenaire, on dit qu'il est le refondateur de l'école. Mais somme toute, quand même, la plupart des élèves des Langso ou même des enseignants, des administratifs n'en ont jamais entendu parler. On ne l'honore pas particulièrement. Et je trouve que c'est dommage parce que son rôle a vraiment été important. Ce qui est certain, c'est que son rôle n'a pu s'exercer que dans un contexte particulier, je dirais au moins un double contexte. D'une part, l'évolution des pouvoirs politiques en France. On est passé du temps de son vivant du Second Empire à la Troisième République, et le Second Empire, comme la Troisième République, on l'apprend qu'à moitié à l'école, ont eu des politiques de l'enseignement supérieur. On nous parle de Jules Ferry, mais on parle moins du supérieur. Et donc, il y a eu des politiques très intéressantes de l'enseignement supérieur, et la réforme des Langso a pris place dans ces politiques. Et puis, il y a évidemment une évolution de la situation politique, de la situation géopolitique mondiale. Le 19e siècle est le moment où la France constitue son deuxième empire colonial, en lutte évidemment avec d'autres puissances impérialistes. Et c'est dans ce cadre d'un nouveau développement mondial de la puissance française à l'échelle mondiale que ces transformations ont pris place également. Donc je voudrais mettre en perspective son rôle et les transformations de l'école. Je ne vais pas revenir à la fondation de l'école, parce que ça serait une trop grande digression. Donc je suppose connu. Je suppose que vous savez tous que l'école spéciale des langues orientales a été créée par la Convention pendant la Révolution française. J'ai oublié de vous dire que vous avez à votre disposition une petite chronologie pour les nuls. Non, pardon, une petite chronologie d'aide, où il y a déjà une erreur que je corrigerai dans un instant, où vous avez les dates et les noms principaux. Donc je vous rappelle que c'est la Révolution, donc la Convention qui a créé cette école, et qu'au départ, donc, c'était une école qui était logée dans la Bibliothèque nationale et qui était centrée autour de 3 langues fondamentalement, que sont l'arabe, le turc et le persan. Cette école donc a eu un certain développement au début du 19e siècle, mais on peut dire que dans les années 1830, elle vit une sorte de crise. Pas une crise aiguë, mais une sorte de crise larvée, une espèce de malaise, je ne sais pas quel est le mot le plus juste, qui, me semble-t-il, tient à 3 dimensions. D'abord la question des statuts, ensuite la question des locaux, et puis fondamentalement la question de l'orientation, de la raison d'être, si je puis dire, intellectuelle. Sur les statuts, pour dire les choses simplement, la Convention, en nous créant, nous a créé, mais ne nous a donné aucune organisation. Et donc, pendant plusieurs décennies, on avançait sans organisation administrative. Et c'est sous la monarchie de Juillet, dans les années 1830, où il y a visiblement un début de rationalisation de l'appareil d'État, que ce manque d'organisation a commencé à poser problème. Et en fait, il y a eu une ordonnance sous Louis-Philippe qui a été prise pour réorganiser notre école. Le seul problème, c'est que cette ordonnance était très abstraite.
très formelle et qu'elle établissait des critères qu'on ne pouvait pas respecter. Par exemple, il était dit en 1838 qu'à partir de 1842, je crois, tous les professeurs devaient être des anciens élèves de l'école. Mais le seul problème, c'est que ça ne marchait pas. Et donc, il y avait des systèmes de grades très compliqués quand on avait eu X inscriptions. Enfin, donc, à partir de 1838, la politique de l'école a été de ne pas appliquer le texte qui était censé la régir, ce qui n'est pas complètement génial en termes administratifs. Vous voyez, ils se cachaient un peu en espérant qu'on ne les voit pas. Donc, il y avait un problème juridique. Le problème des locaux est bien connu, vous le savez. On était donc dans la Bibliothèque nationale. On avait à peine une salle, après peut-être une deuxième qui nous avait été concédée. Mais enfin, ces salles étaient petites, ne permettaient pas d'autonomie, pas grand-chose. Au départ, c'était vraiment formidable pour être créé, d'être près des manuscrits orientaux. C'était la bonne idée de départ, mais au bout d'un moment, il y avait une limite évidente au fait de ne pas avoir des locaux propres, de dépendre du bon vouloir de la BNF et de ne pas être identifié. Mais le vrai problème était, encore au-delà de ces deux dimensions, le problème vraiment d'orientation, de finalité de l'école. Je vous rappelle que c'est un point essentiel et qui n'est pas toujours bien perçu, que dès le départ, notre école, puisqu'on va dire que c'est la nôtre, a été placée sous le signe d'une ambiguïté. C'est-à-dire que la destination officielle était d'y enseigner des langues orientales vivantes utiles pour la politique et le commerce. C'est le but officiel, mais en pratique, on a confié cette mission largement à des érudits, à des hommes de cabinet qui, pour certains, n'étaient jamais sortis de leur bibliothèque. L'exemple le plus formidable est Sylvestre de Sacy, dont le plus grand voyage, je crois, l'a conduit en Italie, et qui avait appris l'arabe avec des prêtres et qui parlait un arabe ecclésiastique, enfin, vous voyez, qui n'avait aucun rapport avec le monde arabe vivant. Et donc, en réalité, l'école, depuis le départ, et à mon avis, jusqu'à maintenant, était marquée par cette tension entre cette insistance sur les langues orientales vivantes, qui a été partiellement tenue, mais aussi la présence d'érudits et une démarche scientifique, historico-philologique. Et il semblerait qu'au début du 19e siècle, oui, dans les premières décennies, les érudits aient quand même largement mis la main sur l'école. Souvent, les gens étaient aussi profs au Collège de France, membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et en tout cas, on a vu apparaître des plaintes d'élèves qui disaient « écoutez, au Langso, c'est bien, mais on n'apprend pas à parler ». Dès cette époque-là, en dehors du fait que les locaux sont inadaptés. Et donc, il y avait cette question, est-ce que les Langso sont utiles? Si c'est que l'érudition, le Collège de France pourrait suffire. Et si c'est vraiment les dimensions pratiques qui sont en place, il faut réformer. Il faut donc retrouver cette inspiration première. Le tout dernier point est peut-être la question du leadership. C'est-à-dire que les gens qui ont été successivement présidents, et je vous ai donné comme deuxième document une très jolie... J'aurais aimé vous donner des plaques d'argent à chacun pour vous remercier, mais... Donc c'est une plaque d'argent qui a été faite au moment du centenaire, sur laquelle je vais revenir, mais sur un des côtés, vous avez la liste des présidents. Donc vous avez Lacanal, vous voyez, qui n'est pas président, qui est donc le président du comité d'instruction publique, qui donne les Langso à la France. Et après, vous avez les présidents, Langlès, Sylvestre de Sacy, Amédée Jobert, Haase, Reynaud, Schaeffer. Mais à part Langlès, les autres ont été présidents, comment dire, ils n'ont pas fait grand-chose en tant que président, je crois. Ils géraient, mais c'était des gens très remarquables, des érudits, des savants. Mais je ne pense pas qu'ils aient vraiment enfilé le costume d'administrateur, si je puis dire. Et donc cette question du leadership, pour employer un mot horrible dans notre enceinte, se posait vraiment, je crois, et je crois que Schaeffer est, après Langlès, le deuxième à avoir pris à bras-le-corps la question d'être le chef des Langso. Et c'est pour ça que le rôle des grands hommes a quand même une importance selon la manière dont on remplit ou non ses fonctions. Donc, Schaeffer, quelques éléments de biographie, mais rapide parce que ce n'est pas mon objectif. Charles Schaeffer, donc, est quelqu'un qui est né à Paris en 1820. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est d'une famille allemande, originaire du duché de Nassau, Nassau, je ne sais pas si on dit comme ça, Nassau, je ne sais pas comment on prononce, et son père aurait suivi les armées napoléoniennes et se serait installé à Paris. Et donc la famille Schaeffer installée à Paris, on donne aux enfants Schaeffer une bonne éducation et Schaeffer est inscrit à Louis le Grand.
Et donc, où il est dans la même classe que Baudelaire. C'était son copain et concurrent des classes de lycée. Je ne sais pas si Benjamin a trouvé plus d'informations. Ce qui me semble certain, c'est que Schaeffer a une éducation classique solide, comme on donnait à cette époque, et que peut-être, c'est là où il y a un doute, il aurait fréquenté à Louis-le-Grand ce qui restait de l'école des jeunes de langue. Puisque vous avez peut-être entendu parler de cette institution qui avait été fondée par Colbert, qui avait survécu à la Révolution, qui avait même été relancée après la Révolution, et qui concernait à l'époque, semble-t-il, un petit nombre de professeurs et d'individus qui se trouvaient là. En tout cas, à Louis-le-Grand, il y avait de manière tout à fait unique en France quelques cours d'arabe, de turc, de persan, et il n'est pas exclu, mais moi, je n'ai pas trouvé de documents sérieux, que Schaeffer ait été au contact de ces gens qui se frottaient à ces langues. En tout cas, Schaeffer, muni de sa formation classique, après est venu au Languedoc, où il a été en persan l'élève du célèbre Quatremer. Quatremer, très très grand orientaliste, vous savez, concurrent malheureux de Champollion pour le craquage des hiéroglyphes, et puis après, vraiment illustre fondateur des études de persane. Donc il a eu une formation très solide en persan, par un grand érudit, et après, il est entré donc dans la carrière de ce qu'on continuait à appeler droguement. Mais je voudrais mettre en garde sur ce mot droguement parce qu'il me semble qu'il y a vraiment deux sortes de droguements. Les droguements à l'ancienne, ceux de Molière, si vous voyez ce que je veux dire. Dans Le bourgeois gentilhomme, il y a le grand Mamamouchi et puis il y a le valet qui se déguise en droguement, qui étaient des gens formés de manière très particulière à l'intérieur souvent de familles ou de dynasties de droguements. Et puis, pour les États du Levant, pour la Méditerranée, on a gardé ce nom de droguement pour les interprètes. Mais c'était, vous voyez, un droguement qui a la formation de Schaeffer au Languedoc avec Quatremer, ce n'est pas un droguement à l'ancienne. Donc, c'est des droguements de nouvelle manière. Donc, en tout cas, Schaeffer part sur le terrain et nommé interprète, donc droguement. Il va travailler, donc, en particulier, même s'il a appris le persan dans l'Empire ottoman, et c'est quelqu'un qui est familier des trois langues, arabe, persan, turc, et qui révèle sur le terrain des capacités intellectuelles, politiques, diplomatiques remarquables. C'est quelqu'un qui se rend utile et qui, en fait, en quelque sorte, outrepasse le rôle classique de droguement, parce que les droguements, comme parfois les interprètes, étaient ravalés à des statuts inférieurs. C'était vraiment des gens, vous voyez, qu'on n'utilisait que pour la langue. Et même s'il a le titre de droguement, Schaeffer se comporte comme un diplomate. Il a une connaissance forte du terrain, des conseils avisés, et donc il gagne une forme de reconnaissance. Et par ailleurs, c'est aussi quelqu'un qui donc a des soucis intellectuels, et en particulier le souci de se constituer une bibliothèque. Et donc c'est un homme qui commence très tôt à acheter des livres, des objets d'art, des manuscrits, donc à se composer une bibliothèque personnelle apparemment de très grande qualité, très tôt. Donc c'est quelqu'un de tout à fait important, dont les qualités évidentes se révèlent tout particulièrement au cours de la guerre de Crimée, puisque vous savez que la guerre en Ukraine a commencé il y a longtemps, et que donc, je vous rappelle, la guerre de Crimée, 1853-1856, donc où l'Empire ottoman est au premier rang. Donc, voilà, il gagne ce statut tout à fait hors norme pour un droguement classique. Et donc, si vous voulez, quand il va revenir à Paris et qu'il va prendre la succession de son maître Quatremer en 1857, il a ce que peu de gens avaient avant, c'est-à-dire le double aspect. Il est interprète de terrain et savant aussi, et il est savant et aussi politique. Donc c'est quelqu'un qui, me semble-t-il, enfin je ne le connais pas personnellement, mais réunit des qualités rares chez une même personne, dans sa polyvalence, je crois. Donc c'est cet homme qui se retrouve donc en 1867, on ne le sait pas à l'époque, mais vers la fin du Second Empire, hein, donc il se retrouve président de cette école. Et qui, d'emblée président de l'école, va entamer des réformes qu'il va mener à bien, c'est ça qui est formidable, et qui vont profondément changer la nature de notre école. Donc ces réformes touchent aux trois points dont j'ai parlé, les statuts, le local et les orientations fondamentales. Sur les locaux, je ne dirai quasiment rien parce que vous le savez déjà, et ce n'est pas ce sur quoi je veux insister ce soir, mais il prend acte de la faiblesse de localisation dans la Bibliothèque nationale, et il cherche d'emblée des nouveaux locaux qu'il va obtenir en 2 temps,
puisque d'abord il profite de cette opportunité qui est le fait que Stanislas Julien, qui est l'administrateur du Collège de France, n'occupe pas son appartement de fonction. Donc il y a au Collège de France un 4-5 pièces qui est vacant, provisoirement, mais Schaeffer obtient qu'on y transporte les Langso. On sait d'emblée que c'est provisoire. Ça ne peut pas durer. Benjamin en reparlera, c'est très important pour la bibliothèque. Et puis, il agit toujours politiquement, et donc il va réussir à ce qu'on nous affecte l'hôtel de Bernage. Enfin, moi je dis, Sarah, pendant 30 ans au Langso, j'ai jamais entendu dire hôtel de Bernage. Hein. C'est depuis que Philippe Advani a pris la tête de la fondation Inalco, nous on a toujours dit rue de Lille. Le vrai nom des Langso, c'est rue de Lille quand même. Donc c'est un bâtiment qui aurait été appelé hôtel de Bernage et qu'on se met à réappeler hôtel. Oui, avec, en tout cas. Et puis surtout, il va obtenir l'argent pour faire les travaux. Parce que ça, on le dit un petit peu moins, mais on entre dans un local délabré, qui d'ailleurs menace de s'effondrer dans certaines parties, et il va obtenir un budget considérable pour des travaux de transformation de 86 à 89, qui vont profondément transformer le bâtiment et lui donner les bases de ce qu'il est aujourd'hui, avec le grand escalier, les mosaïques, le décor orientalisant, bon, toutes choses dont je ne parle pas plus. En tout cas, c'est donc dans ce bâtiment achevé en 89, que l'école va poursuivre son développement. Ça, c'est pour les locaux, je n'en dis pas plus. Pour la question des statuts, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il va y avoir en fait à intervalles très réguliers, à intervalles très proches, deux réformes de notre statut. Ça aurait pu être une catastrophe, vous voyez, parce qu'il y a une réforme Second Empire et une réforme Troisième République. Mais en réalité, donc le premier décret c'est 69, le deuxième décret c'est 72. Ceux qui sont très mauvais en histoire se rappellent qu'en 70, Louis-Napoléon Bonaparte en déclare la guerre. Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui déclare. En tout cas, on entre en guerre contre les Prussiens. Ça se termine mal, Sedan, vous savez. Après la Commune, c'est un peu agité. Hein, donc, c'est ces deux dates, 69, 72, où se font ces deux décrets. Donc, le premier décret, 69, c'est sous le Second Empire. Et c'est donc un décret qui, en fait, est le décret décisif. Celui de 72, en réalité, ne va être qu'une prolongation. Donc, c'est très intéressant de voir que la Troisième République met ses pieds dans... C'est pas dans les traces du Second Empire. Alors, la logique de ce décret, c'est clairement, c'est dit dans le décret, de ramener l'école à sa destination primitive. Et la destination primitive, c'est d'enseigner des langues orientales vivantes utiles à la politique et au commerce. Donc ça, c'est l'idée. On va voir s'ils le font vraiment. Mais en tout cas, c'est ce qui est affirmé dans le décret et ce qui s'inscrit d'abord dans une proclamation de principe de redire que le but de l'école est d'apprendre à lire, écrire et parler. C'est redit très fortement. Et puis surtout, il y a quelque chose de décisif qui est l'institution du statut des répétiteurs. Une sorte de prise en considération du fait que le professeur français ou européen n'est pas suffisant pour la totalité de la mission et qu'on a besoin de répétiteurs dont il est dit que si possible, ils doivent être originaires des pays. Et ces gens-là, c'est le ministre qui va les nommer et il va leur donner un salaire. Et ce salaire, il est nommé dans le décret. Pour les professeurs, c'est de 5 000 à 7 000 francs par mois. Les répétiteurs, c'est 2 500 à 3 500. C'est à peu près donc moitié moins. Évidemment, c'est moitié moins, mais c'est pas rien. Donc c'est très intéressant de voir que ce statut du natif est reconnu en tant que tel par l'administration et avec le salaire qui va avec. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. De manière générale, il y a toute une organisation qui se met en place. On définit la durée des cours, la durée des leçons. On met en place inscription, registre, examen et on crée, très important, pour la première fois, un diplôme. Enfin, sous la monarchie de Juillet, il y avait un diplôme, mais personne ne l'avait eu. Et tandis que là, il y a vraiment un diplôme et on commence pour les archives à avoir des registres d'inscription, de présence et de diplômés. C'est-à-dire pour la recherche, on peut vraiment commencer à savoir qui sont les élèves des Langso seulement à partir de ce moment-là. Avant, c'est beaucoup plus difficile. Très intéressant, même si c'est des vœux en partie pieux, il est prévu que les meilleurs élèves pourront, aux frais des ministères, être envoyés sur le terrain pour se perfectionner. Il est prévu aussi des bourses
qu'on appelle à l'époque des subventions. Il est prévu aussi, c'est un point très important, qu'on transmettra aux différents ministères, guerre, marine, commerce, relations extérieures, la liste des élèves brevetés pour qu'éventuellement ils puissent être employés. D'accord ? On crée, autre point décisif, un poste de secrétaire, lequel secrétaire doit cumuler les fonctions de trésorier, archiviste et bibliothécaire, mais avant il n'y avait pas, donc ça va être tout à fait important. Et on crée un conseil de perfectionnement avec des représentants de beaucoup de ministères, les mêmes que j'ai dit, guerre, marine, commerce, etc., avec l'idée que l'école est susceptible de se développer et que d'autres cours pourront être créés. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important, vous voyez, parce que non seulement ça structure, mais aussi ça offre des perspectives à cette école. Et donc en réalité, passé la Commune et quand la Troisième République s'installe, très vite, après Napoléon III, c'est M. Thiers, Adolphe Thiers, qui, après avoir réprimé la Commune, met un nouveau règlement pour les langues zo, qui ne remet absolument pas en cause le précédent. Et qui est un règlement assez ennuyeux à lire, où on voit tout un esprit extrêmement tatillon. On voit une administration tentaculaire qui essaye de tout réglementer. L'administrateur nommera les appariteurs et garçons de salle. Le secrétaire bibliothécaire devra faire un inventaire qu'il remettra en double exemplaire. Il y a 2 catégories des élèves, les auditeurs libres et les vrais élèves. Pour être élève, il faut d'abord être aspirant élève. Il faut être français de 16 à 24 ans et produire des diplômes. Enfin, vous voyez, on voit une machine bureaucratique là, qui commence à se mettre en place. Et dans cette chose un tout petit peu... par exemple, pour les dispenses d'assiduité, il est dit « Les élèves ne devront pas rater les cours ». Article 27, « Les élèves qui ne pourront pas assister à la leçon devront faire connaître immédiatement et par écrit à l'administrateur les motifs de leur absence. » Pour un cours raté, vous voyez. Donc, vraiment, c'est assez étonnant dans le détail. Mais il y a une chose qui est très belle, c'est que les cours commencent le 1er lundi de novembre, s'achèvent le 31 juillet, et qu'il y a des congés à Pâques entre le 1er lundi de la Semaine Sainte et, c'est mon émerveillement, ce qui s'appelait à l'époque le dimanche de Quasimodo. Je ne connaissais pas cette expression, c'était le nom du premier dimanche après Pâques. Donc si je ne me trompe pas, du lundi de la Semaine Sainte au premier dimanche après Pâques, ça doit faire environ 2 semaines de vacances au printemps. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que ce règlement donc, va dans le sens du précédent, ne le remet pas du tout en cause, et surtout que la Troisième République va donner à l'école les moyens. Elle va financer le bâtiment, elle va financer les répétiteurs, elle va financer des nouvelles chaires, je vais en reparler. La Troisième République, dans ce cas-là, comme dans d'autres cas, la Sorbonne est reconstruite à la même époque, le PHE va poursuivre son développement, l'agro va être déménagé rue Claude Bernard. La Troisième République a vraiment a battu un boulot considérable pour réformer et développer l'enseignement supérieur, encore plus après la défaite de Sedan, hein, dans cette espèce de compétition avec l'Allemagne en réalité, et nous avons profité de ce mouvement qui était un mouvement général. Dernier point de réforme sur lequel je vais mettre l'accent, si Sarah ne me dit encore rien, c'est la question des orientations fondamentales. Vous vous rappelez, l'idée, normalement, c'est de revenir à la destination primitive et donc de favoriser la pratique des langues orientales vivantes contre l'aspect trop purement érudit. Alors, les choses, en réalité, sont assez complexes. D'abord parce qu'il y a des formes d'inertie et que les professeurs qui sont en place ne sont pas renvoyés. À l'époque, il n'y a pas d'âge légal de départ à la retraite. Et donc, on voit certains enseignants, comme Garcin de Tassy, professeur d'hindoustanie, aller glorieusement au-delà de 80 ans en occupant sans cesse sa chaire d'hindoustanie fondée en 1828, sauf erreur de ma part. Donc, vous voyez, occupant le terrain de manière très remarquable par ailleurs. Alors en fait, depuis que j'occupe cette mission de chargé de mission histoire, j'ai été sollicité par des collègues de vietnamiens à propos de l'annamite, par des collègues de tamoul à propos du tamoul, et je me suis livré à une opération que je trouve très efficace, c'est de faire des coupes chronologiques, vous savez, comme les géologues. Donc j'ai essayé de savoir, par exemple, en 1873, en 1886, puis j'en ai fait d'autres, en 1898, en 1908, quelle est la composition du corps enseignant.
Et en fait, je me suis aperçu qu'en 73, en 86 et même en 1898, c'est-à-dire à la mort de Schaeffer, eh bien, on a un corps enseignant qui est quasiment fait pour moitié d'hommes de cabinet, pas de femmes dans les profs, hein, d'hommes de cabinet qui n'ont jamais mis les pieds sur le terrain, et puis de gens qui, au contraire, ont une expérience de terrain. C'est beaucoup des anciens interprètes, mais ça peut être aussi des missionnaires. Par exemple, c'est le cas du Malais à un moment donné. Donc en réalité, vous voyez, cette idée de revenir à destination primitive n'est pas mise en œuvre tout de suite. Hein, et ça dépend des langues, c'est très varié selon les langues, et il faudra attendre l'extrême fin du 19e siècle. J'ai fait une coupe en 1908, au moment où Paul Boyer prend ses fonctions. En 1908, là, on est à 90% de personnes qui ont une forte expérience de terrain. Donc il faut attendre le début du XXe siècle pour qu'il y ait des renouvellements et que vraiment la dimension de personnes, qui peuvent être des grands intellectuels aussi bien sûr, mais qui ont une forte expérience de terrain, devienne prépondérante. Donc même sous Schaeffer, c'est pas si simple de revenir à la destination primitive. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose dont je veux parler, c'est qu'il y a quand même des changements insensibles dans la nature des enseignants. Parce qu'il faut bien voir que quand l'école a été fondée en 1795, on avait des érudits très ancien régime. Vous voyez, des gens comme Sylvestre de Sacy sont des gens du XVIIIe siècle, formés chez les bénédictins. Enfin, vous voyez, et les droguements sont les droguements, pareil, d'ancien régime. Et donc, l'évolution de tout ça est assez lente. Mais évidemment, le monde intellectuel évoluant fortement, on voit à la fin du XIXe siècle les anciens droguements être remplacés par des nouveaux droguements, vous voyez, type Schaeffer, ou carrément des gens qu'on n'appelle pas droguements parce qu'on les appelle interprètes, qui sont par exemple les interprètes de chinois. Une grande rupture dans l'histoire des langues zo, c'est un peu avant Schaeffer la nomination en chinois du comte de Czeslowski, qui est vraiment quelqu'un qui était un interprète de chinois de terrain, qui donc est devenu prof aux langues zo. Et après, il y a eu aux langues zo une série de très brillants enseignants de chinois qui étaient tous des interprètes de formation, avant de retrouver après des gens comme Demiéville, de nouveau des grands érudits. Et puis, il y a un changement aussi de nature du côté des érudits. C'est-à-dire qu'on a des drôles de zozos qui arrivent. Je les appelle comme ça parce que c'est des gens pour moi un peu intermédiaires. Il y a en japonais Léon de Rosny, un type un peu étrange, assez à part. En tamoul, Julien Vincent, quelqu'un de très étonnant aussi. Donc à la fin du 19e siècle, début 20e, on va avoir vraiment des savants modernes, des gens formés à l'EPHE, des disciples de Meillet, vous voyez, des linguistes de la science moderne. Mais fin 19e, on est un peu dans une situation intermédiaire où il y a plusieurs figures assez originales qui trouvent place à l'INALCO et qu'on ne peut pas facilement ranger dans des catégories trop précises. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que sous... ça va aller, Sarah, je crois, on est bien. Sous la conduite de Schaeffer, il va y avoir un véritable changement dans les orientations géographiques, c'est-à-dire la nature des langues enseignées. Jusqu'à présent, on avait donc un cœur méditerranéen, turc, arabe, persan, qui est vraiment la trilogie fondatrice. Et si vous regardez ma chronologie, vous avez vu qu'on voyait s'ajouter doucement des langues en quelque sorte périphériques, hein, avec l'arménien, le grec et l'arabe vulgaire, c'était un dédoublement. Il y avait une ouverture vers l'Asie avec l'hindoustani, puis toujours vers l'Asie, le malais, et la question du tibétain qui mériterait un colloque en tant que tel, parce que le tibétain avait un statut un peu marginal, puis le chinois. Donc on voyait quand même que cette Méditerranée, elle s'orientait vers l'Extrême-Orient, hein, de plus en plus. Mais avec Schaeffer, et dans le contexte de ce moment-là, l'élargissement à l'Asie va se faire encore plus prononcé. On va voir apparaître le japonais, la chaire d'hindoustani va être transformée en hindoustani et tamoul, il y aura l'annamite, c'est-à-dire le vietnamien, et en 99 après le siamois. Donc l'ouverture vers l'Asie se fait de plus en plus nette. Deuxième chose, énorme nouveauté, impensable quelques années plus tôt, l'ouverture à la Russie. Moi, c'est une des choses qui m'a le plus surpris dans ces travaux sur l'histoire des langues zo, c'est que pour moi, le russe était par nature une des grandes langues des langues zo, en quelque sorte.
savez, pendant des années, on faisait du russe au Langso, quoi. C'était, ou à la Sorbonne, mais quand même au Langso. En fait, le russe n'était pas une langue de culture. Le russe est entré au Langso par la petite porte en tant que dialecte slave, tard, hein, dans les années 1870, à la suite donc d'évolution de la situation en Russie et puis du statut même de la langue russe. Et puis dans la foulée, ou en tout cas parallèlement, il y a eu le roumain. Donc en tout cas, c'est seulement à ce moment-là que l'Europe, la Russie entrent dans le champ, deviennent un nouvel Orient. Alors je ne sais pas si Cécile est là, notre collègue de roumain. Bonjour Cécile, elle me redit tout le temps que ça reste un immense problème pour les Roumains que ce fait d'être enseigné dans une école de langues orientales. Il n'empêche que c'est là que commence cette ouverture à l'Europe orientale. Alors après, c'est vraiment à la fin de la vie de Schaeffer, mais quand même l'année de sa mort, pour la première fois, 3 langues africaines, hein, l'abyssin, donc qui va devenir l'amharique, des langues dites soudanaises, le malgache, vont entrer sous la forme de charges de cours. Les chaires seront créées seulement dans les années 20, mais quand même il y a cette ouverture à l'Afrique. Et donc un point commun, aussi bien pour les langues africaines que pour le tamoul ou l'annamite, c'est la dimension coloniale. Ce n'est pas la seule, mais dans les argumentaires qui sont développés pour enseigner ces langues, il y a l'idée que ça sera utile à la politique coloniale de la France. Comme dans le même moment, l'école coloniale est créée, il y a des enseignements communs, il y a par exemple aussi une gratuité aux Langso pour les élèves de l'école coloniale. En tout cas, les Langso entrent plus fortement qu'avant dans le cadre de l'expansion coloniale. Et puis, il y a une dernière modification très importante dans la politique de Schaeffer, promise à un grand avenir, c'est la mise en place d'enseignements dits de civilisation. Alors, ceux qui sont dans la maison voient bien le problème, les autres comprennent peut-être pas trop. Il y a plusieurs départements de l'INALCO aujourd'hui qui sont structurés par une opposition entre enseignement de langue et de civilisation. C'est d'ailleurs le LC de INALCO, vous savez. Avant, il n'y avait pas le C. Dès le départ, au moment de la Révolution, il était dit que les professeurs devaient faire la grammaire des langues et aussi donner des instructions, des indications sur la politique des différents pays. Et enfin, ils n'étaient pas spécialistes. Et donc, avec la réforme de 69, et poursuivie, l'idée qu'il faut aussi dire ce qui se passe dans les pays, la géographie, l'histoire, le droit, prendre l'importance, et des cours vont être créés pour l'histoire, la géographie, la politique, et même une chaire. Et donc, il y a pour l'Extrême-Orient la chaire tenue par Henri Cordier, qui a été un des très grands professeurs au Langso, qui est le départ de ces enseignements de civilisation qui se développeront quand même massivement plutôt après la Deuxième Guerre mondiale. Mais quand même, là, il y a un tournant qui est pris important, et Henri Cordier lui-même, même s'il a beaucoup vécu en Chine, n'était pas un sinophone. Donc là, il y a une révolution, l'école des langues orientales recrute quelqu'un qui n'est pas un sinophone, et sur un poste à égalité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est voué. Alors maintenant, évidemment, tous les collègues de Civi parlent les langues, mais à un moment, ce n'était pas si clair, et c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Je vais très vite, le travail de Schaeffer ne s'arrête pas aux chaires. Il y a tout un tas d'autres aspects intéressants. L'institution de correspondants de l'école, dont je pense que Benjamin va reparler pour la bibliothèque. Une politique de publication. Donc les Langso s'associent avec l'éditeur Leroux et commencent à publier beaucoup plus systématiquement qu'avant les travaux des professeurs. Donc c'est une politique très importante. Il y a aussi le centenaire, donc, dont je vous ai mis cette petite plaque. Et juste pour que vous regardiez l'allégorie, vous avez la France à gauche. Il faut bien une femme quand même, qui apprend à un jeune Français à apprendre les alphabets orientaux. J'ai besoin d'aide, je ne les ai pas tous déchiffrés. J'ai repéré en bas à droite un hiragana. Il y a quelques kanji, il y a de l'arabe clairement, mais il y a des choses que je connais moins bien. Et puis c'est sous le regard de personnes à droite qui sont des hommes qui ont l'air d'être des originaires. Je ne pense pas que ce soit les répétiteurs. Enfin, je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt des natifs qui observent avec intérêt ce jeune Français qui, sous le magistère de la France, apprend à déchiffrer. C'est intéressant, c'est une allégorie, vous voyez, ça donne quand même une idée de la chose. Je dirais aussi que pour le centenaire, on a bien mangé. Il y a un célèbre menu que vous avez dans le livre du bicentenaire. Il y a une politique de prestige. Si vous êtes allé rue de Lille depuis que ça a été refait, c'était quand même pour en mettre plein la vue, autant que possible.
Et ce prestige, il me semble important. Et puis évidemment, dernière tâche de Schaeffer, la bibliothèque. Mais vous devinez que j'approche de ma conclusion, puisque c'est Benjamin qui vous en parlera. Et j'arrive donc à quelques points de conclusion très rapides. Le premier, c'est que les réformes qu'a conduites Schaeffer, et qu'il a bien sûr accomplies avec d'autres, me semblent vraiment essentielles parce qu'elles ont commandé tout le développement de l'école pendant 100 ans. C'est-à-dire les langues classiques, ce qui s'est appelé en fait à partir de 14 l'ENLOV, l'École nationale des langues orientales vivantes, que nos collègues ont connu jusqu'à la fin des années 60, avant qu'on ait le QLOV et l'INLCO. Eh bien, je pense que l'ENLOV a vraiment été fidèle au programme Schaeffer, même s'il faudrait évidemment repérer des inflexions. Donc c'est pas rien quand même un programme, vous voyez, qui a permis 100 ans de développement et un sacré développement, puisque l'école a encore de nouveau changé de dimension. Et que donc les successeurs de Schaeffer, Barbier de Ménard, Paul Boyer, même s'ils ont apporté des inflexions, ne me semblent pas avoir quitté, Anna, si tu n'es pas d'accord, tu me le diras, mais les lignes de force qui ont été tracées à ce moment-là. Deuxième chose, c'est que ce développement s'inscrit dans cet effort de développement et de rationalisation de l'enseignement supérieur qui, en fait, a commencé sous la monarchie de Juillet, de manière maladroite, et qui, malgré les changements politiques, a été poursuivi par le Second Empire et la Troisième République. Il y a eu, je pense, une forme de continuité malgré les changements politiques. Le troisième point, je l'ai dit, c'est évidemment cette transformation du monde, et je n'y reviens pas. Et le quatrième point, c'est ces évolutions, bien sûr, aussi des disciplines. Même si c'est encore timide sous Schaeffer, on voit émerger la linguistique comme science dominante. Hein, la vieille philologie va se transformer en linguistique à la fin du siècle. On a Meillet, Saussure, et donc ces linguistes qui après vont s'installer à l'école au début du XXe siècle. Donc là, c'est à peine esquissé, mais aussi les sciences humaines et sociales qui se développent fortement au XIXe siècle. Et donc, évidemment, l'histoire, la sociologie, il y a Durkheim, enfin, oui, il y a plein de gens, et l'école, évidemment, n'est pas insensible à ces évolutions. Je termine par deux petits points qui sont juste deux suggestions pour des études à venir. Je pense qu'à la fin du XIXe siècle, enfin dans la deuxième partie du XIXe siècle, sous la conduite de Schaeffer, notre école a pris aussi une nouvelle dimension dans l'espace public. Il est frappant de voir que dans des procès-verbaux de l'Assemblée nationale ou du Sénat, on débat, et parfois de manière très violente, de la mission des langues orientales. Parce que le parti colonial peut s'en emparer. Et donc, vous avez des débats dont on a les minutes où, à l'Assemblée, un député dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette école où il y a de la paléographie grecque? Il faut nous supprimer ça d'urgence. » Hurlements sur les bancs de l'opposition. Enfin, ça, c'est quelque chose d'assez étonnant de voir qu'on est entré dans le débat public et que même certains élèves de l'école, il y en a un qui est un sacré gugus qui s'appelle Lionel Radiguet, publie un pamphlet qui commence par ces mots. En 87, en plein travaux, la preuve de l'organisation défectueuse et de la quasi-stérilité de l'école actuelle des langues orientales n'est plus à faire. Et il explique qu'il est diplômé de tamoul et de chinois, et il dit, grosso modo, mes copains et moi, on ne trouve pas de boulot, qu'est-ce que c'est que ça? On a un ami qui est mort sur le pavé. Donc, vous voyez, c'est intéressant, c'est polémique, parce que ça veut dire qu'on entre dans le débat public, il faudrait entrer dans le détail. Et puis je terminerai en vous faisant part de ma toute dernière découverte, que je dois à notre très estimé collègue Jean-Noël Robert, que vous connaissez, qui est professeur au Collège de France à la chaire de philologie japonaise et qui est un ancien élève de l'école et qui est un homme d'un savoir inépuisable. Jean-Noël m'a parlé d'un texte de Huysmans. Vous savez, le romancier Huysmans, l'auteur de À rebours, très célèbre, qui a écrit un texte qui s'appelle « Les habitués des cafés », qui date de 1890, dans lequel il parle donc des différents cafés parisiens et en particulier des gens qui les fréquentent. Et il fait l'éloge du véritable habitué du café, qui est un homme qui ne va pas au café par nécessité, pour un rendez-vous, je ne sais pas quoi, qui va au café parce qu'il aime le café. Et donc Huysmans continue son raisonnement et il dit, ces vrais cafés, on les trouve dans des quartiers un peu morts, comme le 6e, 7e arrondissement, qui étaient des quartiers, vous voyez, ecclésiastiques à l'époque, c'était des quartiers un peu éteints. Il ne faut pas que vous imaginiez Sartre, le jazz, Saint-Germain-des-Prés. Vous voyez, c'était fin 19e. Et il dit, il y a un café qui est vraiment le plus extraordinaire de tous, qui se situe à l'angle de la rue de l'Université et de la rue des Saints-Pères. Alors, beaucoup d'entre nous, on l'a connu sous le nom de Le Caducée.
Actuellement, il est devenu Galette Café. Je n'y vais plus, je vais en face au comptoir des Saints-Pères. Mais à l'époque, il s'appelait le Café Caron. Et vous avez une description extraordinaire du Café Caron par Huysmans, c'est sur Gallica, hein, vous pourrez trouver facilement. Et il dit, c'est là qu'on trouve les vrais habitués des cafés. Et donc il suit ces vrais habitués des cafés, où il y a des drôles de zigotos. Et puis il finit par, il dit, dans ces cafés, tout est vieux. Les garçons sont vieux, les bouteilles sont vieilles, oui, tout est comme éteint, etc. Et puis donc, il parle de ce véritable habitué et il dit « Il est voisin, ce véritable habitué, d'une tête socratique, avec un nez en as de trèfle, des moustaches en brosse à dents, grises, des yeux clairets, tamponnés, qui sautillent dans une face grenue. Grenue, ça veut dire pleine de petits grains. Piqué de lentilles et de loupes. Alors après, je suis désolé, mais c'était l'époque, une face jaune de mongol. Point. Obèse, flottant malgré son ventre dans une culotte tire-bouchonnée qui tombe, vêtu de vêtements fripés et gras, coiffé d'un claque, un chapeau claque, terne dont on voit les ressorts. Vous savez, on les pliait puis on les remontait. Il s'affaisse sur la banquette, enlève d'une petite serviette en toile cirée un manuscrit asiatique. Vous êtes en train de comprendre de quoi il s'agit. Et cassé en deux sur la table, tirant sur un porte-cigarette en plâtre imitant l'écume, il souffle, relève la tête, apprête longuement le bain de barège de son absinthe, boit une gorgée, grimace, remet de l'eau, remonte son pantalon, griffonne, avec un crayon dont il mouille le bout, sur les marges du manuscrit que ses doigts tapotent. Cet homme doit être ou professeur ou répétiteur à l'école des sciences orientales voisines. Alors vous me direz, c'est pas glorieux. Oui, mais à ma connaissance, c'est la marque de l'irruption du prof des Languedoc dans l'imaginaire, vous voyez, littéraire. Et surtout, je vous demande si vous trouvez d'autres documents littéraires ou artistiques qui mettent en scène des élèves ou des enseignants des Languedoc, de me les communiquer de toute urgence. J'aimerais bien qu'on étudie mieux l'imaginaire, vous voyez, de ce qu'est un élève ou un professeur au Languedoc. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup Emmanuel. Je vais habilement rebondir sur cette référence littéraire pour passer la parole à Benjamin Guichard, qui est conservateur des bibliothèques et qui travaille à la Bulac depuis 2011, donc un autre temps fort dans les mouvements des Languedoc. Et Bulac, dont il est directeur scientifique depuis 2015, Benjamin va nous présenter un exposé qui s'intitule « La constitution d'une collection polyglotte, l'emménagement rue de Lille et l'essor de la bibliothèque des langues orientales ». Cher Benjamin, c'est à vous. Ben merci beaucoup. Merci à vous pour cette invitation. Alors pour développer cette sous-partie du discours d'Emmanuel, je me suis dit qu'il allait falloir que je m'appuie sur quelques images parce que je n'étais pas certain d'avoir sa verve. Donc je pense que les images vont arriver dans quelques instants. Mais effectivement, 1873, ça déménage beaucoup pour la bibliothèque parce que c'est pratiquement son acte de naissance. L'école naît en 1795, elle naît dans une bibliothèque. Donc, fatalement, elle n'a pas besoin de bibliothèque. Mais en 1873, un fonds se constitue et en fait, les prolégomènes de ce déménagement peuvent presque faire penser que les livres, la constitution d'une bibliothèque en propre, sont une des nécessités qui président à la constitution des langues orientales comme un établissement disposant de locaux en propre. En tous les cas, c'est un argument dans toutes les archives que l'on retrouve liées à l'emménagement, un argument pressant. C'est le poids des livres qui est le premier impératif et donc qui s'impose aux autorités pour justifier l'emménagement dans des locaux qui, par ailleurs, vont donner à l'école des espaces d'enseignement dignes de son activité et puis surtout lui donner une visibilité institutionnelle. On vient de parler de la visibilité publique de l'école, vont lui donner une visibilité institutionnelle, disons, souhaitée ardemment par Charles Scheffer. Et c'est justement sur ce magistère de Charles Scheffer et son rôle dans la naissance de la bibliothèque et son profil assez original, c'est sur cette figure que moi aussi, je vais m'attarder. Alors pour commencer, 3 jalons extrêmement rapides. 1867, c'est l'arrivée de Charles Scheffer à la tête de l'École des langues orientales. Et à cette époque-là, l'institution possède
quelques centaines de livres dans un placard au fond de la salle d'enseignement. Le chiffre de 300 circule, c'est celui-là qu'on retrouve dans les témoignages, même s'il n'est pas vraiment étayé par des documents ou des inventaires, évidemment. Quand l'école emménage rue de Lille en 1873, donc après juste une courte période de 4 ans passés au Collège de France, elle a déjà plus de 3000 documents, donc une collection qui a été multipliée par 10 en quelques années et dans une situation relativement précaire. Et il y a là réellement une volonté politique, institutionnelle et scientifique de Schaeffer et de ses collègues sur lesquels on va revenir. Et puis, disons, terminus de ce développement, le décès de Schaeffer, c'est aussi le décès d'un de son bibliothécaire, qui est à l'époque Lambrecht, 1898. La collection a alors 30 000 documents. Donc on a une bibliothèque qui a réellement fait son essor, en tous les cas totalement transformée. L'estampille que vous voyez sur l'illustration que j'ai mise, c'est l'estampille dite aux palmes. C'est la première estampille que l'on retrouve dans la collection de la bibliothèque et qu'on estime la plupart du temps être l'estampille d'avant l'emménagement de la rue de Lille. Donc cette collection, elle centuple en 30 ans. On peut aussi résumer les choses ainsi pour donner l'image de cette croissance exceptionnelle. Alors je vous l'indique ici avec quelques jalons. Donc les 300 documents à l'arrivée de Schaeffer, les 3000 à l'emménagement rue de Lille. Et puis ensuite, j'ai fait un coup d'arrêt en 1883, c'est ma deuxième barre. C'est, on va dire, changement de cheval. 1883, c'est l'avant-dernière année d'Auguste Carrière, qui est le bibliothécaire fondateur de l'école avec Charles Schaeffer. Son relais par Ernest Lambrecht, c'est aussi le moment où l'école se retourne vers son histoire avec un premier historique qui est rédigé par Carrière. 1890, c'est pour faire une étape intermédiaire, évidemment, 1898, avec ce chiffre de 29 637 documents exactement. Alors, j'ai voulu un peu vérifier les chiffres qui circulent, parce que, y compris dans le résumé de ma communication, j'ai indiqué 50 000 documents à la mort de Schaeffer. C'est un chiffre extrêmement pratique, parce que 50 000 documents, c'est aussi la collection personnelle de Schaeffer, donc j'y reviendrai. Mais en fait, ce chiffre de 50 000, j'ai essayé un peu de le vérifier, disons, registre en main. Donc, il y a 29 637 titres réellement enregistrés dans les différents registres d'entrée cumulés à l'époque. Alors après, si on rajoute les manuscrits qui sont restés non catalogués pendant quelques dizaines d'années et les volumes de périodiques, on arrive peut-être sans doute à 50 000. Mais si on se prend une mesure un peu scientifique et objective, ce sont les entrées de livres dans les registres. Et donc on a bien cette collection qui passe de quelques documents en une institution nouvelle en l'espace de 30 ans. Alors, ce n'est pas juste une collection qui grossit, c'est aussi un programme scientifique, un programme institutionnel, un programme pédagogique qui se met en place. Alors, pour vous le présenter, j'emprunte les mots de Schaeffer lui-même dans la préface du seul et unique catalogue imprimé qui a été édité par l'école en 1897, c'est le catalogue des imprimés arabes. Et Schaeffer ne le sait pas, mais il est presque au crépuscule de sa vie à ce moment-là. Et il revient sur le projet initial. Il cite bien 1873 comme date véritable de naissance de la bibliothèque, donc l'emménagement rue de Lille, donc les 150 ans que nous fêtons ici, vous l'aurez compris. Il dit que le souhait initial était de créer une bibliothèque dans laquelle seraient réunis, vous allez voir la modestie, tous les ouvrages relatifs aux langues, aux religions, aux littératures, à l'histoire et à la géographie des pays musulmans et des contrées de l'Extrême-Orient. Donc avec déjà cette géographie étendue de l'école des langues orientales. Disons, on sort des frontières de l'Empire ottoman pour couvrir tous les pays musulmans et on embrasse l'Asie, une nouvelle conquête coloniale, mais pas seulement. Et à la fin de cette préface, je déconstruis un peu le texte, il fait le bilan de ce qu'est la bibliothèque aujourd'hui. Donc des ouvrages relatifs aux langues et à l'histoire de l'Orient. Alors on est passé de tous à des ouvrages. Donc déjà, il y a le principe de réalité qui s'est imposé, relatif aux langues et à l'histoire de l'Orient, ainsi que des relations de voyage faites en Asie et en Afrique depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Là, il y a déjà une première torsion. Disons, on se demande un peu ce que ces récits de voyage depuis la plus haute Antiquité ont à faire dans une école d'enseignement des langues modernes, des langues contemporaines, une école pratique. Et là, on a peut-être dans ce premier écart, disons, toute l'ambiguïté du projet de Schaeffer, qui est de faire une école au service de l'école et de son enseignement, donc ouvert complètement sur le monde contemporain et qui veut faire entrer le monde par les fenêtres de la bibliothèque avec une politique d'acquisition tous azimuts. On va y revenir tout de suite. Mais en fait, une bibliothèque qui est aussi le reflet de volontés qui sont des volontés scientifiques, un peu éloignées de cet enseignement pratique, et notamment cette bibliothèque de relations de voyage, elle reflète aussi une dimension extrêmement
patrimonial de la bibliothèque de Schaeffer, et patrimonial, on va dire, dans une logique philologique, d'édiction de textes et de collecte, dont on va retrouver l'écho dans sa pratique. Donc une bibliothèque qui part avec des ambitions très importantes, mais qui est un objet totalement neuf, qui part de pratiquement rien, et qui aboutit, au bout d'une trentaine d'années, à une bibliothèque de référence, inédite et originale dans le paysage documentaire français et européen, on va le voir, mais qui est aussi une bibliothèque de savants, beaucoup plus qu'une bibliothèque, ou tout autant, du moins, qu'une bibliothèque d'enseignement. Alors s'il faut trouver une date de naissance, un moment où tout commence, on va pouvoir dire que c'est 1867 et l'exposition universelle. Les prémices de cette rénovation de l'école des langues orientales, on l'a bien compris, se trouvent sous le Second Empire. Et donc c'est à l'apogée de l'Empire dit libéral, au moment où la France tente de retrouver un rayonnement international, que donc l'exposition de 1867 est accueillie à Paris. Et les pays qui viennent exposer sont des pays qui arrivent avec des livres. Et donc, les témoignages dont on dispose font remonter, disons, les premières entrées de documents en propre de l'école à la conséquence de cette exposition, et donc aux dons reçus par la bibliothèque, à la fois du Khedive, c'est-à-dire le vice-roi d'Égypte, donc premiers imprimés arabes et turcs des presses de Boulak, le quartier des imprimeurs du Caire, et du gouvernement des Indes orientales, donc, qui donne le noyau de la bibliothèque. Alors, c'est la naissance officielle, telle que la raconte Schaeffer, mais c'est aussi une naissance encore un peu plus riche que ça, puisque je vous mets ici l'image d'un volume japonais, qui est un volume japonais qui, pour ceux d'entre vous qui ont de très bons yeux, vous verrez tout en haut à droite un petit timbre, qui sont deux drapeaux japonais entrecroisés, et c'est en fait le timbre d'exposition donc, du pavillon japonais à l'exposition de 1867. Ce sont donc un des livres qui était exposé par le Japon à l'expo de 1867. La belle affaire, me direz-vous. Mais les livres exposés au pavillon japonais de l'expo de 1867, ce sont les premiers livres japonais exposés en Europe. Car on est là juste avant, quelques années avant l'ouverture de Meiji, et on a là déjà donc, des ouvrages extrêmement rares qui sont les premiers ouvrages japonais qui ont pénétré sur le territoire européen. Alors, sont-ils arrivés directement dans la collection des langues orientales? Ont-ils fait quelques étapes chez des libraires parisiens? La question reste tout entière ouverte et l'enquête est notamment menée par Christophe Marquet à l'École française Extrême-Orient. Mais toujours est-il que l'on a là toute une série d'ouvrages extrêmement rares, rassemblés à Paris en 1867 et qui vont constituer ce premier noyau de l'école. Et entre parenthèses, les expositions universelles parisiennes continueront ainsi de rythmer l'enrichissement des collections. Mais surtout, aussi, on note qu'on s'enrichit à cette occasion d'ouvrages qui sont des ouvrages étrangers. Ce ne sont pas des ouvrages orientalistes, au sens où on ne rassemble pas des ouvrages qui sont des publications savantes sur l'Orient, mais on cherche des publications de première main. Aujourd'hui, à la Bulac, on parle de publications vernaculaires pour dire qu'elles sont des documents, sources primaires, pour l'étude des langues et des civilisations orientales. Donc en 1869, la bibliothèque quitte la bibliothèque impériale pour se réfugier au Collège de France, disons, pour se retrouver temporairement au Collège de France, mais d'emblée, la bibliothèque commence à croître très rapidement et Schaeffer, dont on a cité le passé diplomatique, développe, disons, à chaque voyage, à chaque mission et avec sa position d'administrateur de l'école, des relations diplomatiques de dons d'ouvrages dont on retrouve la trace dès avant l'emménagement de la rue de Lille. Donc là, deux exemples. Ouvrage turc dont le vice-roi d'Égypte, donc toujours le fameux Khedive, obtenu par M. Schaeffer, donc à chaque voyage, et la collection d'imprimés arabes et turcs de la Bulac est exceptionnelle, notamment grâce à ces dons du vice-roi d'Égypte, mais aussi ouvrage obtenu du gouverneur des Indes, donc de l'Empire britannique, et qui est à l'origine le noyau des ouvrages de la bibliothèque de Fort Williams College, qui était l'institution d'enseignement des cadres coloniaux au Bengale, qui avait été dissous au début des années 1850. Donc réorganiser l'école va parallèlement avec la fondation de cette bibliothèque pour asseoir institutionnellement l'école des langues orientales pour Charles Schaeffer. Alors ça se fait, j'ai essayé de faire une diapo enrichie, évidemment j'ai décalé mes deux calques, donc c'est un test, on va dire, d'opticien que je vous présente, mais vous avez là l'appartement de l'administrateur du Collège de France où l'école s'est retrouvée donc installée pendant quelques années. L'entrée se trouve en bas. Vous avez ensuite un vestibule, deux salles de cours, une salle d'attente pour les professeurs et une salle des médailles. Et tout ce que j'avais tenté de surligner en orange, c'est les pièces dans lesquelles il y a des livres, puisque là, on a là le plan du déménagement, avec les collections présentes sur les rayonnages à chaque fois. Donc vous avez déjà
plus de 1500 ouvrages qui se trouvent dans la salle d'enseignement au moment où l'école part. Donc on a très rapidement une école qui s'asphyxie des collections que Charles Schaeffer rassemble très activement. Sur un des catalogues préparatoires du déménagement, le catalogue méthodique de l'Ancien Fonds, alors d'une écriture, je ferai appel sans doute du public dans la salle pour savoir si on a là affaire à Cédillo ou à Carrière, parce que j'ai un petit doute sur cette graphie, mais on a là la première tentative de catalogue systématique par langue des collections de la bibliothèque, dont on a conservé la majorité des volumes. Et puis après, il y a le volume fourre-tout, et cette notation m'a toujours fait sourire. Il y a de l'arabe surtout, du turc, plus polygraphie et du persan et des manuscrits. Beaucoup d'ouvrages non retrouvés. Où est d'où Sidon? Section à revoir avec soin quand on aura un plus grand local. Point vu, ah ben non, c'est signé Auguste Carrière, je suis bête, la réponse est sous mon nez. Point vu, ces ouvrages, hors quelques-uns. Donc on a déjà, dans l'espace de quelques années, des collections qui ont littéralement explosé en nombre, mais aussi une gestion de la bibliothèque qui s'est retrouvée tout aussi asphyxiée, aussi bien en termes d'inventaire que de termes de gestion de l'espace. Alors le déménagement, c'est aussi l'organisation d'une bibliothèque, on va dire, en termes humains, puisque les deux statuts de 1869 de 1872 et l'emménagement de 1873 vont être la naissance d'un personnel de bibliothèque. Alors je vous ai pris ici l'entête d'un manuscrit que nous conservons aujourd'hui à la Bulac, un dictionnaire que j'ai pris parce qu'il est bien noté qu'il est traduit de Castel par Jean-Jacques Emmanuel Cédillo, secrétaire de l'École spéciale des langues orientales vivantes et près la Bibliothèque nationale, pour rappeler ce passé, mais surtout pour dire qu'en fait les secrétaires de l'école orientale, jusque-là, c'était deux personnes, c'était le père et le fils, Cédillo père, Cédillo fils, Cédillo père enseignant un peu le turc, copiant également des dictionnaires et des manuels pour le bien de l'enseignement des élèves. On a là, disons, une ère un peu artisanale, un peu familiale de l'école, qui s'arrête brutalement avec les statuts de 1972, qui nomment donc nommément un bibliothécaire en charge de la bibliothèque. Et jusque-là, Cédillo faisait ce travail de secrétaire de l'école responsable de la bibliothèque en cumulant la charge avec celle de secrétaire du Collège de France. Donc autant dire qu'on était là dans une phase d'improvisation et de cumul des fonctions. Et donc Auguste Carrière est le premier à être nommé en quelque sorte secrétaire à temps plein et va pouvoir se consacrer de façon importante à la gestion de la bibliothèque. Alors la rationalisation qu'apporte Auguste Carrière se voit tout d'abord dans le travail d'inventaire, de registre et l'ouverture de cotes qui est faite. Alors je vous ai mis la première page des registres qui sont créés par Auguste Carrière, on va dire qu'ils sont des registres modernes, et qui sont des registres d'autant plus modernes que Auguste Carrière se fait payer des missions dans plusieurs pays européens. Il commence par l'Allemagne en 1879 et jusqu'à la fin de sa carrière de bibliothécaire en 1883. Il ira dans les différents pays d'Europe, Italie, Pays-Bas, Allemagne, pour apprendre, observer la bibliothéconomie dans les bibliothèques universitaires modernes, et puis aussi, surtout, comparer l'état des collections, se renseigner sur les publications orientalistes courantes et renforcer les collections des langues orientales. Donc ce travail d'organisation du fonds va de pair avec le travail extrêmement actif d'échange d'Auguste mené par Charles Schaeffer, et le système de correspondants qu'a cité Emmanuel tout à l'heure est un système qui va notamment faire toute la réputation de l'école. Donc en 1872, des correspondants de l'école des langues orientales sont nommés dans les différents pays de l'Empire, dans les différentes régions de l'Empire ottoman, au Maghreb, dans plusieurs capitales de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie orientale, et également aux Indes, dans le gouvernement des Indes. Et ces correspondants ont comme mission de favoriser les échanges, voire les dons d'ouvrages rares par les gouvernements étrangers. En 1874, le journal officiel se fait ainsi l'écho du don par le gouvernement de Tokyo, par le gouvernement d'Edo, de toute une série de documents importants, anciens, au profit de la Bibliothèque des langues orientales, et on retrouve dans les archives de la bibliothèque une correspondance assez amusante avec la Bibliothèque nationale qui tente le coup. Alors tout se passe à chaque fois par l'intermédiaire de la tutelle, donc le ministère de l'Instruction publique, donc ce sont des correspondances très fleuries et très abondantes, de dire « ces importations d'ouvrages sont très intéressantes, nous serions très reconnaissants à nos collègues de la Bibliothèque des langues orientales de partager ces lots d'ouvrages pour que nous aussi nous profitions de ces collections ». Alors aussitôt Auguste Carrière
botte en touche en disant bah non, c'est nous qu'on a négocié, c'est nous qu'on récupère les livres. Et puis en quelques années, en 1878, se met un système d'échange où en fait la Bibliothèque des langues orientales est capable de faire arriver à la Bibliothèque nationale, par le jeu de ses correspondants, des ouvrages commandés par la Bibliothèque nationale. Donc c'est le cas en 1878 d'un canon bouddhique, le Tripitaka, que le correspondant des langues orientales fait venir à la Bibliothèque nationale. Et là, aussitôt, on va dire, une sorte de lune de miel se révèle. Le ministère de l'Instruction publique envoie des ouvrages de grand prix, y compris une description d'Égypte de Champollion, au gouvernement japonais pour abonder des échanges supplémentaires. Et la Bibliothèque nationale se met, à partir de cette date, ça ne durera pas éternellement, à fournir la Bibliothèque des langues orientales des imprimés orientaux en double et d'autres manuscrits. Et on a même des cas aussi où le ministère de l'Instruction publique sollicite Julien Vinson pour les manuscrits tamouls pour lui laisser le choix de l'orientation des manuscrits indiens vers la Bibliothèque nationale ou la Bibliothèque des langues orientales en fonction de leur pertinence pour les collections. Donc on a là, disons, la mise en route d'un modèle d'approvisionnement qui, pendant les décennies 1870-1880, va permettre à la Bibliothèque des langues orientales de rivaliser avec la Bibliothèque nationale. Ça ne durera pas longtemps, évidemment, je vous rassure. Alors ces rythmes d'accroissement, au cours de la période d'emménagement rue de Lille, on peut un peu plus les découper. Alors ce qui est resté dans la mémoire de l'école, ce sont ces dons absolument spectaculaires des gouvernements étrangers et d'impressions très rares. Quand on se repenche sur l'accroissement des collections, on se rend compte que ces dons restent malgré tout minoritaires. Donc c'est la courbe rouge, ou c'est l'aire rouge qui est sur mon deuxième tableau. C'est quand même une bibliothèque qui se constitue avant tout par des acquisitions. Alors on a une phase extrêmement rapide, jusqu'en 1880, où littéralement les budgets explosent. Ils sont multipliés par 6 entre 1873 et 1883. Et on a une politique d'acquisition tous azimuts qui retombe au début des années 1882 et qui repart après 1884. On est là passé sous le bibliothécariat, si je puis dire ainsi, de Lambrecht, qui notamment se distingue par sa capacité à courir les salles des ventes et à faire de nombreux achats de collections orientalistes dans les différentes salles des ventes parisiennes. Et donc on a une politique d'acquisition en documents récents, mais aussi c'est une sorte d'âge d'or de la bibliothèque. Dans le domaine des acquisitions patrimoniales, la bibliothèque n'aura jamais autant acheté systématiquement des collections anciennes. Ces aléas, disons, sur les annuels d'entrée de dons et d'acquisition permettent un accroissement quand même relativement régulier tout au long de la période de la collection. Alors ces accroissements ne se font cependant pas que par cette politique d'acquisition courante. La bibliothèque naît en 1873 avec 3 apports spectaculaires. 3 apports spectaculaires, 2 qui sont extrêmement bien connus et qui ont été la gloire de l'école pendant des années, et un autre un peu plus embarrassant, on va dire, ou qui a toujours été géré de façon beaucoup plus discrète. Les 2 premiers, c'est en quelque sorte l'invention du mythe école des jeunes de la continuité de l'école des jeunes de langue et de l'école des langues orientales. C'est qu'en 1872, la bibliothèque de l'école des jeunes de langue, qui se trouvait au lycée Louis-le-Grand à Paris, est transférée. C'est en 1875, pardon. La bibliothèque de l'école des jeunes de langue est transférée à la bibliothèque de l'école des langues orientales. Donc vous avez là ici un en-tête de manuscrits que nous conservons encore aujourd'hui, donc qui mentionne ex cubicolo Orientalum Collegi Ludovici Magni, donc de la salle des orientaux du collège Louis-le-Grand. Et on a là, disons, une sorte de réunion de ces deux institutions, mais on a surtout, finalement, un des noyaux de collections orientalistes les plus anciennes de France qui se retrouve ainsi absorbé dans les collections de la Bibliothèque des langues orientales. C'est un peu plus de 300 manuscrits et qui reste aujourd'hui encore un élément important des collections de manuscrits turcs, persans et moyen-orientaux. Une autre originalité, beaucoup plus grande par rapport à la géographie des horizons d'attente de l'école de cette époque, c'est l'arrivée de la bibliothèque de Vladimir Brunet de Presles, qui est un hellénisant, mais c'est aussi un des réformateurs de la langue grecque moderne, comme ont été toute une partie des philhellènes français. Et ce sont plus de 1600 imprimés grecs, une impression grecque moderne qui reste relativement récente. Et je m'attarde aussi un peu dessus, coup d'actualité, parce que c'est aussi une collection qui est en cours de rétro-catalogage, c'est-à-dire c'est une collection dont vous voyez apparaître jour après jour les références dans notre catalogue en ligne. Il y a environ 600 documents sur les 1600 qui sont aujourd'hui disponibles dans notre catalogue. Mais on a là, du côté du grec, un enrichissement assez inattendu par rapport aux horizons qui étaient les horizons très ottomanistes, mais musulmans et extrême orientalistes de l'école à cette époque.
Et un troisième accroissement, beaucoup plus discret, invisible dans les registres, et qui est resté connu essentiellement, on va dire, par tradition orale dans l'histoire de la bibliothèque, et qui est une histoire alors là, amplement coloniale, que nous essayons de reprendre un peu plus à bras-le-corps aujourd'hui. Donc ce sont les deux seules traces d'archives que nous avons retrouvées à ce jour, d'un don de MSS d'Afrique, donc message du ministère de l'Instruction publique sur la photo de droite, et la photo de gauche, qui est la plus intéressante, mais bon, je vais vous dire de mémoire, parce qu'évidemment j'ai pris une photo trop petite, des MSS arabes 166, issus du Maghreb, et envoi, expédition du général Galifet. Alors nous avons fait mention à Thiers et à la répression de la Commune tout à l'heure, nous avons un autre sabre sanguinaire de la Commune, le général Galifet, qui, après avoir réprimé dans la semaine sanglante les communards parisiens, a été envoyé en Algérie pour réprimer une autre révolte, tout aussi importante, mais bien moins restée dans la mémoire métropolitaine, c'est la révolte de Kabylie de 1871, la dernière grand soulèvement armé contre la colonisation française. Il est gouverneur d'Oran, et à Oran se trouve emprisonné le Cheikh Haddad, un des deux grands commanditaires de la révolte, chef d'une grande confrérie, et c'est toute sa bibliothèque qui se retrouve confisquée par les autorités coloniales, et dans des circonstances judiciaires, extrajudiciaires, de confiscation ou des circonstances qui restent étudiées et qui sont notamment étudiées par Augustin Jaumier, nous avons plusieurs dizaines, alors jusqu'à 166, nous disent les archives, documents qui appartiennent à ce chef de la révolte de Kabylie. Ce travail d'identification de ces documents est en cours, c'est le travail de notre collègue Zour Chaban qui catalogue les manuscrits arabes, car la plupart du temps, les mentions de provenance sont très rares, et c'est parfois par la présence de documents privés, de documents d'archives, que l'on retrouve la provenance de ces documents. Alors, ça montre à quel point le ministère de l'Instruction publique, puisque c'est lui qui est à l'initiative de cet envoi, tout de suite place l'école dans une nébuleuse, qui est la nébuleuse de l'armement intellectuel de la colonie, et on pourrait dire aussi qu'en parallèle, il y a des échanges avec le gouvernement de Cochinchine qui se développent à cette époque. C'est une phase de la colonisation de l'Algérie qui implique aussi une colonisation en plein et non plus un régime de protectorat. Et l'école va jouer un rôle majeur avec l'enseignement de l'arabe dialectal et avec les collections algériennes et la création d'un orientalisme à Alger, un rôle majeur dans la naissance de cet orientalisme arabisant lié à la colonisation du Maghreb. Mais c'est aussi un changement intéressant dans l'économie des collections de manuscrits, puisque jusque-là ces manuscrits étaient très ottomans de l'Est de la Méditerranée. On a là tout d'un coup un pan africain, saharien, de la collection qui va apparaître, et c'est aussi dans ces collections de manuscrits maghrébins que l'on va retrouver des manuscrits en langue africaine, alors pas directement issus de cet envoi de Haddad, mais on a là aussi une reconfiguration, on va dire, des assises géographiques des collections. La collecte diplomatique à laquelle j'ai fait allusion, qu'entame Charles Schaeffer au coup par coup à partir des années 1860, trouve son aboutissement le plus complet à la fin de sa vie, dans le cadre de la constitution du Fonds coréen. Les échanges diplomatiques entre la France et la Corée sont relativement tardifs, à la fin du XIXe siècle. Le premier titulaire de la légation de France en Corée est un ancien élève des langues orientales, bien évidemment, sinisant, Victor Collin de Plancy, qui arrive avec un secrétaire qui est Maurice Courant. Et Collin de Plancy et Maurice Courant se prennent de passion pour la civilisation coréenne, achètent à tour de bras livres imprimés et manuscrits, en partie pour eux, mais aussi assez systématiquement pour la bibliothèque, et la correspondance de Maurice Courant et de Collin de Plancy, qui a été récemment éditée par les collègues coréanisants du Collège de France, révèle ce souci systématique de collecte de documents pour les besoins de l'enseignement des langues orientales et la constitution donc d'un domaine d'études coréen. Donc on a là avec Collin de Plancy en quelque sorte le meilleur élève ou la meilleure traduction de cette politique d'emploi des diplomates anciens élèves de l'école au profit d'un travail de collecte sur le terrain comme principale voie d'enrichissement des collections au-delà des acquisitions de publications plutôt orientalistes et savantes d'éditions européennes. Un autre aspect qui permet à Schaeffer de constituer l'école et sa bibliothèque sur le terrain institutionnel et scientifique européen, c'est la création d'une collection d'ouvrages
publiés par l'École des langues orientales. Alors, il y avait déjà eu quelques cas de manuels ou d'ouvrages publiés par Langso, notamment chez Didot dès les années 40, mais là, on a l'ouverture, première publication en 1976, d'une véritable collection de l'École des langues orientales chez Didot, chez Leroux, pardon. Alors, pourquoi je mentionne cette collection? D'abord, parce que c'est la bibliothèque qui gère la collection. Et elle gère la collection comme une monnaie d'échange. Ce sont l'envoi des volumes des publications de l'École orientale qui permettent de négocier auprès des autres universités européennes ou des États étrangers l'envoi en retour d'impressions de prix. D'autre part, on retrouve aussi dans nos archives d'importants dossiers sur la présence de ces publications dans les différentes expositions internationales. Alors, j'ai mentionné les expositions universelles et la fin du 19e est vraiment un âge d'or des expositions. L'école se fait connaître à travers le monde en envoyant ces publications, qui sont déjà plusieurs dizaines de volumes à la fin du siècle, dans les différents pays étrangers. Et je me suis interrogé au début de cette présentation sur le lien entre la constitution de ces fonds par Schaeffer et le rôle d'enseignement de l'école. Alors cette question des éditions, des publications, permet de reposer la question. Alors je fais un petit retour en arrière. Dans la partie de l'ancien fonds, au Collège de France, on a un document assez amusant qu'on a identifié très récemment. C'est un petit catalogue de la main de Léon de Rosny, donc enseignant de japonais que nous avons cité tout à l'heure, et Léon de Rosny, il étudie le japonais un peu comme Sylvestre de Sacy, sans jamais être allé en Asie orientale. Et je vous rappelle que les échanges et les communications entre le Japon et l'Europe jusqu'à la fin des années 1860 étaient pratiquement inexistantes. Il se constitue tout de sa main. Donc c'est lui qui va même jusqu'à dessiner les glyphes qui vont servir à imprimer ses traductions du japonais et les citations du japonais qu'il fait à l'imprimerie nationale alors qu'il a à peine 30 ans. Et il édite aussi, écrit à la main, ce sont des volumes assez amusants, un grand nombre de grammaires et de manuels de japonais. Et il fait également le catalogue des livres utiles pour l'enseignement du japonais pour les élèves de l'école, catalogue daté de 1869, 20 titres en tout et pour tout, donc ça donne une idée de ce sur quoi on pouvait s'appuyer en 1869 pour étudier le japonais, et sur ces 20, le quart sont des publications de Léon de Rosny. Donc on part, disons, de pratiquement rien, mais on a là, c'est assez touchant parce que c'est aussi quelque chose de très fort dans les publications de Rosny, vraiment ce souci d'enseignants qui cherchent à créer les manuels d'enseignement pour ses élèves et en bricolant tout ce qu'il peut et à partir de toutes les sources qu'il trouve. À l'inverse de ce spectre, on a la collection Charles de Schaeffer et cette publication, ce volume de publication qu'il fait chez Leroux et qui se spécialise très vite dans une série d'éditions de voyages traduits de langues orientales. Donc là, on s'éloigne quand même en partie des soucis d'enseignement de l'École des langues orientales. Alors ceci dit, le récit d'ambassade et le récit de voyage restait un exercice de lecture et de traduction très important pour les élèves diplomates. Mais on a là un souci quasiment philologique de créer une collection de références de voyages de non-européens à travers le monde pour lesquels on va produire toutes les sources de traduction scientifique de la philologie moderne, et y compris en allant chercher des illustrations importantes dans des manuscrits de prix. Et donc là, c'est un manuscrit du XVIe siècle que va chercher Schaeffer pour illustrer le texte qu'il traduit. Je vous rappelle que Schaeffer est un très grand collectionneur. Les plus beaux manuscrits sont chez lui. Ce qui m'amuse de remarquer, en tant que bibliothécaire, c'est qu'en 1879, à la date où il publie ce récit, il achète pour l'école un autre manuscrit illustré, Cajar, alors beaucoup moins de prix, il est 19e siècle, mais dans lequel on retrouve une représentation de la Mecque. Alors c'est peut-être banal et peut-être bateau, ces deux représentations persanes de la Mecque, mais moi j'ai du mal à penser que Schaeffer n'a pas fait le lien entre ces deux documents la même année où il publie ces deux textes. Dans tous les cas, il donne le document courant, le document un peu moderne, à la bibliothèque de l'école, et en pensant évidemment au manuscrit de prix, alors qu'il n'est pas dans sa collection privée, qu'il a utilisé pour son illustration. On a là quand même une sorte de dynamique qui se construit dans la constitution d'un fonds de référence patrimonial et d'un travail de publication savant chez Schaeffer. Alors on a parlé des grandes figures. Cette constitution d'une bibliothèque avec un fonds patrimonial créé de presque rien grâce à un investissement humain et financier important de la tutelle. 1898, c'est presque l'essoufflement de ce modèle. On aura encore après, sous Paul Boyer, un enrichissement important du fonds russe, etc. Mais on ne trouvera pas de période d'enrichissement avec un rythme pareil de la bibliothèque par des fonds anciens.
Mais derrière cette histoire des grands hommes, des orientalistes de cabinet, l'histoire de l'enseignement des langues orientales nous a aussi fait intéresser, nous autres chercheurs qui nous intéressons à cette histoire, aux intermédiaires qu'ont pu utiliser ces grandes figures héroïques de l'orientalisme français pour apprendre ces langues et constituer ces collections. Et le travail que nous menons à la Bulac depuis 10 ans maintenant, depuis cet emménagement, ce travail de réappropriation du fonds ancien, de numérisation, de remise à plat, nous aussi, de nos archives, et surtout de catalogage des collections les plus anciennes, nous fait aussi découvrir que la bibliothèque porte les traces de figures plus méconnues, ou en tous les cas oubliées, de cette histoire des langues orientales, et ce sont notamment les répétiteurs qu'Emmanuel a cités tout à l'heure. Car les répétiteurs sont aux nouveautés de la réforme de 1872, mais ce sont aussi des acteurs non négligeables de l'histoire de la constitution des langues orientales. Et je m'arrêterai juste sur deux figures, j'en m'arrêterai juste sur deux, par faute de temps, mais aussi par faute de connaissances, parce que c'est aussi un chantier qui s'ouvre à nous, et ce sont aussi des figures subalternes, pour parler comme l'histoire sociale décoloniale, ce sont des figures subalternes que l'on peut retracer à coup de vestiges ou de traces assez faibles. La première, vous voyez son nom ici, c'est Al-Gharairi, comme il est écrit. Donc Soliman ibn Ali Al-Gharairi, comme je l'ai écrit au-dessus, tel qu'on le transcrit aujourd'hui. C'est le premier répétiteur indigène d'arabe, donc la première personne arabophone de naissance qui sert de lecteur pour les cours d'arabe, qui est tunisien d'origine. C'est un collaborateur de l'abbé Bargès, qui est un arabisant qui cherche à faire une liaison entre les sciences modernes, mais aussi la chrétienté moderne européenne et le monde musulman, et donc qui traduit beaucoup, emploie beaucoup de traducteurs, et il travaille notamment comme traducteur pour l'abbé Bargès. Il contribue à l'édition d'un titre arabophone à Paris dès le Second Empire. Et à l'école, il ne se contente pas d'être répétiteur, c'est aussi le catalogueur des manuscrits arabes. Et ces manuscrits maghrébins, que j'ai cités tout à l'heure, passent entre les mains de Al-Gharairi, qui en dresse les inventaires et qui en dresse les premiers catalogues. Alors, premier catalogue, à ma connaissance, perdu. Mais en tout cas, on retrouve dans la trace des inventaires de ce travail de Al-Gharairi. Il meurt assez tôt par rapport à notre histoire, en 1877. Et là aussi, comme Charles Schaeffer, que j'ai cité tout à l'heure, c'est aussi pour son compte privé un grand collectionneur. Et sa collection de manuscrits passe en vente publique à sa mort, et la bibliothèque s'empresse aussitôt d'acheter sa collection. Et donc, cette figure de répétiteur est un des grands contributeurs de la collection de manuscrits arabes de la Bulac, à la fois par son travail de bibliothécaire, mais aussi par sa collection personnelle. Une contribution plus discrète, mais tout aussi intéressante, redécouverte récemment par ma collègue Thi-Hai Nguyen, qui s'occupe du fonds vietnamien avec l'aide de Pascal Bourdeau de l'École française Extrême-Orient. Ce sont les collaborateurs d'Abel Desmichels. Abel Desmichels, c'est le titulaire à cette époque-là de la chaire d'Anamite, qui a des liens avec le gouverneur de Cochinchine, qui a aussi des liens avec des lettrés de Cochinchine, ça c'est aussi intéressant. C'est une des rares régions dans lesquelles les correspondants étrangers ne sont pas des figures diplomatiques ou des missions catholiques à l'étranger, mais sont des lettrés locaux par lesquels il obtient des textes rares. Et on a notamment à la bibliothèque, la Bulac, la chance d'avoir les premières éditions imprimées, les premières éditions savantes de deux textes oraux, deux poèmes épiques importants de la littérature vietnamienne, dont le Kim Van Kieu et le Luc Van Tien. Et il a été découvert assez récemment que l'on possédait une version manuscrite totalement inédite de ce grand poème vietnamien, qui est un poème important dans la littérature, dans la naissance de la littérature moderne vietnamienne, et que par rapport aux versions canoniques qui sont éditées aujourd'hui, on possédait une version manuscrite dans laquelle il y avait plusieurs vers inédits. Donc on est là dans une phase de mise par écrit d'une poésie qui est passée par tradition orale. Et que l'auteur de cette transcription était le répétiteur d'Anamite. C'est Simon Chan Van Kua. Et que les travaux d'édition d'Abel Desmichels qui sont arrivés postérieurement
et qui ont en quelque sorte forgé le canon de la connaissance de la littérature vietnamienne, on découvre qu'en fait, ils se sont appuyés sur des travaux de collecte et de mise par écrit, faits par son répétiteur, mais qui étaient passés complètement inaperçus dans le travail de l'édition imprimée. Et pour la petite histoire, cette collection d'Abel des Michels passe en vente. C'est une vente Abel des Michels que récupère la bibliothèque, avec également les travaux préparatoires récupérés de son élève répétiteur, de son assistant répétiteur. Cette vente de la collection d'Abel des Michels, de la collection de Soliman al-Hariri, mais aussi précédemment de la collection de Charles Schaeffer, me permet aussi de poser quelques nuances dans cette histoire un peu glorieuse et héroïque de l'école des langues orientales. Une croissance extrêmement forte, qui emploie des moyens financiers considérables que l'école n'aura plus les moyens de consacrer au développement de sa bibliothèque par la suite, une assise, un rôle important pour donner de l'éclat à la bibliothèque dans ses premières années de constitution, et on voit par le rôle des dons, du côté même, disons, de la diplomatie française, l'école est un bras, disons, du rayonnement étranger de la France et un rayonnement de la colonisation. Mais très vite, ce statut de l'école, ce statut d'école pratique qui rassemble des savants et qui quand même bricole tant bien que mal une petite collection à partir de collections beaucoup plus considérables qu'on va trouver, notamment à la Bibliothèque nationale, mais au Collège de France, va sans doute un peu faire ternir l'éclat de l'école, y compris aux yeux de ces grands savants collectionneurs que j'ai cités. Car il ne faut pas non plus oublier que dans les stratégies, on va dire, de carrière et de réputation des enseignants de l'école orientale, même s'ils peuvent être attachés à leur établissement, rien ne vaut l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Rien ne vaut la Société asiatique. Et rien ne vaut la Bibliothèque nationale. Donc quand ces savants meurent, la bibliothèque est très rarement légataire de leur collection. Tout au plus, elle réussit à les acheter en salle des ventes quand elle peut, mais la plupart du temps, c'est quand même la Bibliothèque nationale qui parvient à acheter ses collections. Et ainsi, paradoxalement, la collection de Charles Schaeffer, aujourd'hui, elle est à la Bibliothèque nationale. La bibliothèque créée par Charles Schaeffer, c'est la Bibliothèque des langues orientales, mais sa bibliothèque personnelle, qui avait quasiment une volumétrie équivalente à celle de l'institution, c'est une bibliothèque qui s'est retrouvée disséminée en salle des ventes et que la Bibliothèque nationale conserve aujourd'hui, et donc qui a continué à créer, on va dire, ce duo des collections orientalistes à Paris, langues orientales, Bibliothèque nationale, mais la Bibliothèque nationale, disons, jouant du côté des collections patrimoniales un rôle moteur beaucoup plus affirmé. Mais cependant, c'est bien ce travail d'archéologie des collections que nous menons aujourd'hui à travers nos fonds anciens. On va redécouvrir des documents, des manuscrits et des littératures qui étaient moins prises à l'époque, parce que plus populaires notamment, ou documents moins prestigieux, mais qui vont apporter tout un pan de nouvelles sources pour l'histoire, d'abord de la connaissance des pays dont ils sont issus, mais aussi des échanges qui se font autour de l'école des langues orientales entre pays d'Asie, pays du Moyen-Orient, d'Afrique et la France. Alors ce sur quoi je me suis appuyé aujourd'hui, ça fait partie d'un travail de redécouverte de l'histoire des fonds que nous menons à la BULAC depuis quelques années, je l'ai dit. Donc un historique que vous retrouvez sur le site web de la bibliothèque, à partir d'un premier travail mené par Francis Richard, ici présent dans la salle, que l'on a continué d'enrichir, et avec surtout une bibliographie complémentaire que vous retrouverez, mais aussi tout le travail de valorisation des archives que nous avons mené, et que nous avons mené depuis peu d'années, donc il est encore peu connu, que vous retrouverez sur notre bibliothèque numérique, la BINA, la bibliothèque numérique Aréal, où vous retrouverez la description et la numérisation complète de tous les anciens registres des collections, donc tous ceux qui sont antérieurs à 1874, les inventaires des collections de l'École des jeunes de langue, les inventaires des collections de l'Ancien Fonds, les documents préparatoires de travail de Léon de Rosny, d'Auguste Carrère et d'autres pour constituer leur première collection. Et plus récemment, document plus amusant, mais que je n'ai pas eu l'occasion d'exploiter pour cet exposé, tous les registres de prêts de la bibliothèque. Alors les premières mentions d'emprunteurs, on les retrouve en annexe du catalogue de l'École des jeunes de langue pour la partie jeunes de langue. Mais dès 1869, on a un registre des prêteurs qui sont ouverts. Et alors, hormis un trou fâcheux à la fin du XIXe siècle, on a cette collection de 1869 jusqu'à 1923, donc, sauf 20 ans qui sont au milieu, et qui peuvent être une source importante pour venir compléter cette histoire, mais ce sont surtout des documents que vous pourrez venir découvrir
dans l'exposition que nous vous préparons de conserve, Sarah, Emmanuel et moi et nos collègues, pour marquer ce 150e anniversaire. Donc une exposition qui se déploiera en 2 volets. Un volet dans la galerie qui sera essentiellement consacré à l'histoire du bâtiment de la rue de Lille, et un volet dans les espaces de la bibliothèque qui sera consacré, sans surprise, à l'histoire de la constitution de la bibliothèque et de la série des publications savantes de l'École des langues orientales, collection qui est programmée, j'ai un trou sur les dates. 6 novembre, 22 décembre. Du 6 novembre au 22 décembre. Je suis sûr qu'il y a des personnes autorisées dans la salle qui confirment. Et il y aura une version, enfin plus ou moins, pas vraiment identique en ligne, qu'on prévoit pour début septembre. On aimerait bien essayer de faire ça le 9 septembre, date du décret. Ça serait bienvenu. Je ne m'engage à rien. Bien, merci beaucoup.